travaillé chez Macron, on le sait très bien, hein, c'est un poseur, c'est un comédien, donc il a enfilé tous les costumes possibles, même celui de l'aviateur. Il me fait vraiment penser à Action Joe, vous savez, l'alter ego de Barbie chez les garçons. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre application, également abonnés de la chaîne YouTube. Comme souvent, en début d'émission, tiens à vous remercier. Nous avons passé la barre des 480 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à tous. Vous revenez chaque semaine plus nombreux. Et donc, c'est évidemment un plaisir de vous recevoir pour cette nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, on va un peu s'écarter des chemins habituels qui nous amènent en Ukraine, en Afghanistan, au Congo et autres. On va rester en France aujourd'hui. On va rester en France parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je reçois Aude Lancelin. Bonjour Aude. Bonjour. Alors Aude, je vais vous présenter, bien que vous soyez déjà venu à plusieurs reprises sur Omerta. Vous êtes donc journaliste française, vous avez collaboré à l'hebdomadaire Marianne et au Nouvel Obs, donc vous avez hebdomadaires pour lesquels vous avez exercé la fonction de directrice adjointe des rédactions. Vous avez été aussi directrice de la rédaction du Média entre 2018 et 2019, et en 2019, vous avez créé le site internet QG, sur lequel je me rends assez régulièrement aussi. Il y a des débats, c'est absolument passionnant. Et je signale aussi votre prix Renaudot en 2016 pour l'essai, aussi un essai que je recommande, assez décapant, qui s'appelle Le Monde Libre. Voilà, donc Aude, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais commencer par cette semaine qui s'est écoulée, en particulier le 10 septembre. Vous avez fait pas mal d'émissions autour de cet événement, vous sembliez y déceler, on sentait une forme de réminiscence du mouvement des Gilets jaunes sur lequel vous avez énormément travaillé. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que ça ressemblait aux Gilets jaunes ou pas? Alors, c'est plus qu'une réminiscence, c'est la suite des Gilets jaunes, selon moi. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est jamais arrêté. Les gens ne le savent pas forcément, mais il a été interrompu par le confinement. C'était en mars 2020, le 17 mars 2020. Mais avant cette date, évidemment, il n'avait plus la même intensité. Il avait pris d'autres formes parfois, mais il y avait encore une énergie collective énorme et des tentatives de jonction avec le mouvement syndical et d'autres formes de militance. Et tout a été mis sous le boisseau, voilà, par le confinement. Donc, depuis, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu des séquences extrêmement chaudes dans le pays encore, hein, qui n'ont pas abouti, comme vous le savez. Donc, des vagues successives. Pour nous, c'est la reprise de cette même colère, de ce même grand désir dans le peuple français d'en finir avec l'injustice qui a été, qui ne date pas, hein, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Évidemment, tout ça a une histoire et n'est pas venu en un jour, mais qui a été accéléré de manière exponentielle par l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui permet de dire que c'est la suite du mouvement des Gilets jaunes? C'est ça. Beaucoup. Alors effectivement, d'abord moi je le dis humblement, j'ai été surprise par la mobilisation du 10 septembre. C'est-à-dire que, évidemment, la date circulait sur les réseaux sociaux cet été, et nous, vétérans des Gilets jaunes, on se disait, ok, c'est bon, ça va en pleine rentrée, un 10 septembre, avec la rentrée des enfants, en pleine semaine, un mercredi. Qu'est-ce que c'est que cette date, d'où elle vient, etc. Bon, donc on y croyait moyennement. Néanmoins, dès le matin, les blocages ont été très importants, en dehors de Paris, aux portes de Paris, mais dans de grandes agglomérations et aussi sur des ronds-points historiques, comme à Rouen, qui a été une ville très active pendant les Gilets jaunes, en Bretagne,
dans plein de points du territoire. Par ailleurs, ça c'est une grande différence avec la réforme des retraites, beaucoup d'assemblées générales, beaucoup de réunions préparatoires spontanées, Mhm. pas d'organisation, puisque tout ça se fait, vous le savez, en dehors des organisations Mhm. syndicales, et se fait également en dehors de la France. Bah là, il y avait quand même certaines organisations syndicales qui avaient appelé Alors, à manifester, enfin, en tout cas, à prendre part à ce Alors, mouvement. les organisations syndicales mises sous pression voilà, de leur base, hein, Mhm. des simples citoyens, finalement sont entrés dans la danse, mais Mhm. vraiment à reculons, hein. La CGT a tout fait pour ne pas participer au 10 septembre, comme elle l'avait fait au moment des Gilets Les jaunes Gilets d'ailleurs, jaunes. souvenez-vous. Et finalement, bah, ils n'ont pas pu Mhm. voilà, être trop hostiles ouvertement au mouvement. Ils se contentent certainement de le saboter Mhm. en catimini, comme ils font souvent. Par ailleurs, autre point commun avec les Gilets jaunes, beaucoup de femmes. Ça a énormément impressionné les renseignements territoriaux. Mhm. Et quand les femmes, vous le savez, historiquement, quand les femmes sortent, c'est toujours C'est très que. dangereux. C'est que la Ouais, situation est grave, c'est ouais, dangereux pour le ouais. pays. On se réfère bien sûr à cet événement, mais très important, central dans l'histoire de France, hein, qui est la mobilisation des femmes Ouais. en octobre 1788 1789 pour aller chercher le roi et la reine et les ramener aux Tuileries. Voilà, donc les Gilets jaunes également étaient très marqués par la mobilisation Alors, des femmes de la base. c'est amusant que vous fassiez cette référence qui me fait penser à Louis XVI et à son impopularité, ou en tout cas sa déconnexion, on va dire, de ce qui se passait réellement dans le pays. Alors, certains lui trouvent des circonstances atténuantes, mais profiter justement de cette référence à la Révolution française pour vous penser. Il semblerait quand même que, à travers ce mouvement des Gilets jaunes et puis les différents épisodes sociaux très intenses, la réforme des retraites et autres qui ont émaillé le quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'un homme incarne justement, et Emmanuel Macron, comme autrefois Louis XVI, une forme d'exaspération populaire. Enfin, il y a quelque chose qui se passe autour d'un individu. Comment vous l'expliquez Ses prédécesseurs avaient connu des mouvements, mais on les sentait un peu plus connectés avec la population. Est-ce que c'est ça, finalement, le problème principal d'Emmanuel Macron? Il a quand même été élu, rappelons, par des majorités de Français, et réélu. Mais au-delà de ça, il y a quand même de droite, de gauche. On semble que cet individu qui brille Absolument. par cette déconnexion, justement. Effectivement, il concentre une haine populaire que nous, on avait pu mesurer sur le terrain dès le début des Mm. Gilets jaunes. Et souvenez-vous que les Gilets jaunes, c'était le début de son mandat. C'est tout à fait. On Mm. était seulement en 2018. Mm. Et on a oublié tout ça, tous les efforts qu'il a dû déployer pour ne pas justement connaître le même sort, fût-ce seulement symboliquement que Louis XVI, à savoir Oui, enfin, cahier de doléances, bien sûr. grand débat, Mhm. d'ailleurs sous la houlette de M. Lecornu, son nouveau Premier Mhm. ministre, hein, qui était On va en à parler tout à l'époque l'heure, mais ministre ouais, des collectivités territoriales territorial. d'Édouard Philippe. Et dès le début, effectivement, Macron va incarner le parti d'argent, en quelque sorte, Mm. pour les Français, et, et effectivement fédérer une haine de droite, de gauche, dont on va voir une explosion au moment des Gilets jaunes. Il est vrai que le bloqueur, puisqu'on parle de blocage en ce Mhm. moment, c'est incontestablement lui. C'est-à-dire, il n'a pas respecté la voix de la rue, qui s'est exprimée quand même franchement au moment des Gilets jaunes, hein, qui a été Mhm. durement réprimée, puisque la police est littéralement militarisée depuis les Gilets jaunes, hein, et Bien on en sûr. voit les résultats aujourd'hui. Mm. 80 000 agents déployés sur le territoire, c'est considérable. Mm. C'est quasiment c'est un agent pour deux manifestants. Je ne sais pas si on se rend compte Mm. de ce que ça veut dire en termes de peur du pouvoir et en termes de blocage complet du pays, de verrou du pays par la force. Donc il n'a pas respecté
la protestation populaire. Il n'a pas respecté non plus maintenant le résultat des urnes, puisque moi j'en reviens toujours là, parce que je pense que les faits sont têtus et il faut tout le temps le rappeler. Il s'est assis sur le résultat des urnes, par quelque bout qu'on le prenne, l'été 2024, qu'on prenne le nombre de voix qui étaient majoritairement RN Oui. ou le nombre ou le groupe D'élus. NFP qui était majoritaire, il n'a de toute façon Mm. pas nommé un Premier ministre issu des urnes. Donc, il ne respecte pas la rue, il ne respecte pas les urnes, il ne change pas de politique. Le cap n'a absolument pas changé, puisque on a une succession de gouvernements austéritaires alors que le pays souffre considérablement et que je le dis parce que c'est assez amusant de voir 2 journalistes du Nouvel Observateur sortir aujourd'hui un livre sur la faute fiscale d'Emmanuel Macron et chiffrer maintenant à 270 milliards annuels l'argent qui est déversé sur des entreprises privées, des multinationales, sans aucune contrepartie de création d'emplois ni quoi que ce soit. Je dis que c'est assez amusant parce qu'évidemment, ça fait partie de cette presse, de ces journalistes qui ont fait élire Emmanuel Macron. Je rappelle que le Nouvel Observateur a fait 7 unes pour promouvoir Emmanuel Macron avant l'élection de 2017 en une seule. C'était contre Marine Le Pen, c'était un peu le pistolet sur la tempe quand même. Ce vote, je veux dire, alors, les circonstances du vote. Alors en 2017, c'était un vote, chez ces gens-là, c'était un vote d'adhésion. Oui. Chez une grande partie, en tout cas de la classe médiatique, politique, il y avait, voilà. Donc, Emmanuel Macron a amené le pays dans une impasse, une situation de blocage total. Il est maintenant le recordman de nomination de Premier ministre. Il use du fusible. Maintenant, on en est à 3 premiers ministres par an. Bon, tout le monde sait, quelles que soient ses opinions, quelles que soient ses croyances intimes, qu'il doit se passer quelque chose. Oui. La question, c'est on ne peut jamais prédire une révolution, fût-elle seulement démocratique. On ne peut jamais prédire un grand événement collectif de cet ordre. Donc je ne me risquerai pas à dire, bon ben voilà, ça y est, c'est le moment, etc. Comme disait Michelet, les révolutions, c'est comme les massifs montagneux. Le Mont Blanc, quand on est loin, on le voit. Quand on est dedans, on ne le voit pas. Alors qu'en fait, il est là, il est déjà là et il est énorme et il est tout autour de nous. Et là, on est dans le Mont Blanc là. Alors, la question, c'est jusqu'à quand un corps collectif peut être malmené à ce point ? Jusqu'à quand on peut mener un peuple comme la France en s'asseyant absolument sur tous les... Vous pensez qu'on est encore en démocratie ? Moi, je pense qu'on est clairement sorti de la démocratie. Non, on n'est plus que dans des apparences de démocratie. Il n'y a plus de démocratie puisque les urnes ne sont plus écoutées, la rue n'est plus écoutée. Il y a un sentiment de frustration dans tous les milieux, quelles que soient les opinions politiques, les camps, un sentiment de frustration énorme. Et moi, j'ai toujours pensé, j'ai rendu ma copie dans un roman sur les Gilets jaunes en 2020 qui s'appelait La fièvre, que Emmanuel Macron serait tenu pour personnellement responsable par sa propre caste, par sa propre classe, des événements qui vont se produire dans ce pays, qui vont se produire à un moment donné dans ce pays. Alors, je ne sais pas si ce sera à l'automne 2025, dans un an, ou si ça va pouvoir tenir comme ça jusqu'à l'élection présidentielle, ou si ça va être réglé d'une certaine façon par un passage à une arrivée de l'extrême droite au pouvoir, qui me semble l'autre voie possible, sinon probable. Mais de toute façon, nous n'allons pas rester très longtemps encore dans cette situation. Je pense qu'il n'échappera pas. Il tente encore un coup avec un macroniste de la première heure, un troisième couteau. Alors Marine Le Pen, justement, a dit que c'était le dernier fusible de la Macronie. Voilà. Vous êtes d'accord avec... Alors, d'après ce qui nous remonte, même de la part des cadres RN, dans une espèce d'apparence de légitimisme, ils font semblant de prendre acte de la nomination de Lecornu et ils attendent le budget pour statuer.
En réalité, il y a très forte chance que sous la pression de leur base, ils soient obligés de le censurer. Et je pense que nous allons très vite aller vers une dissolution, à mon avis, avant la fin de l'année, D'accord. qui... Dissolution, mais pas démission d'Emmanuel Macron. Alors, démission d'Emmanuel Macron, bon, on le sait, hein, la destitution d'Emmanuel Macron, il n'y a que la France Insoumise qui la porte. Mhm. Et des petits partis comme l'UPR, Asselineau, Oui. etc. Voilà, ce sont les seuls à la porter. Moi, je pense que symboliquement, c'est quand même important de mettre la chose sur la table parce que, à partir du moment où le président de la République s'assoit sur les urnes et nous fait tous basculer comme ça dans un espèce d'univers démocratique parallèle, il faut se poser la question de sa responsabilité personnelle et de son départ. Maintenant, je n'y crois pas tellement. Le Rassemblement national n'est pas favorable à ça, pour des raisons d'ailleurs qu'il faudrait interroger. Oui. Et quant au Sénat, qui joue un rôle important dans les procédures de destitution, c'est l'article 68 de la Constitution. Bon, il est composé, pardonnez-moi l'expression, de vieux croutons totalement qui sont financés sur fonds publics et qui n'ont pas intérêt à ce que Ça bouge, à ce que le système bien sûr. explose. Mais pour revenir à Emmanuel Macron lui-même, souvent, quand on ne sait que faire ça, comme nous, souvent les médias d'ailleurs, c'est-à-dire toujours la comparaison avec le général de Gaulle. Et j'ai même entendu un éditorialiste hier parler du gaullisme mesnérien de Sébastien Lecornu, par exemple. Donc on va très loin, mais c'est toujours les mêmes mannes qu'on interroge. Et quand on y réfléchit, finalement, la philosophie de la Constitution de la Ve République de 1958, elle a été créée pour dégager des majorités larges par Michel Debré. Elle a été conçue pour finalement que le président, l'ultra-président, puisse gouverner. Certains avaient qualifié même le général de Gaulle de dictateur et qu'il avait taillé ce costume pour lui. Dans cet esprit, quand il n'y a pas de majorité, on démissionne, ou quand on est mis en difficulté. Et là, clairement, c'est Emmanuel Macron qui a fait la dissolution. Donc, pourquoi, enfin finalement, voilà, on s'écarte complètement même des principes même du gaullisme. Absolument, et d'ailleurs Emmanuel Macron en est absolument conscient. Tout ça, il le sait parfaitement, il l'a même avoué devant une caméra, parce que nous avions sorti cet extrait. C'était lors du grand débat avec les intellectuels, parce que parmi les nombreuses fumisteries que nous avons traversées lors de ces deux quinquennats, il y a aussi eu le grand débat avec les intellectuels. Et il y a une vidéo d'Emmanuel Macron que nous avions sortie, que c'est un ami... ancien trader d'ailleurs, qui avait écouté toutes ces heures. Elles sont disponibles en ligne sur le site de France Culture encore. Bon, voilà. Si quelqu'un fait des insomnies et veut se sevrer des somnifères, bon, voilà. Et il était tombé sur cette pépite, Emmanuel Macron, à 2h du matin, talonné, en 2019, talonné par les Gilets jaunes, avoue la chose suivante. Si le président de la République n'avait plus de majorité et n'était plus en état de dégager une majorité claire pour gouverner, il faut qu'il cède la place. Il le dit. Voilà, il le dit. C'est une évidence. Par ailleurs, il parle du système américain en disant oui, finalement, le système électoral américain est mieux conçu avec les midterms qui permettent une respiration. En France, il n'y a pas de respiration. Le quinquennat, finalement, c'est très long. Et voilà. Donc, il sait absolument ça. C'est quelqu'un qui est un habile, qui n'est bon qu'à ça, une espèce d'anguille qui est jusqu'au bout se battra pour ne pas entrer dans l'histoire comme un président démissionnaire. Bon, mais c'est à nous d'aller le chercher, ainsi qu'il nous, ce qu'il avait dit d'ailleurs. Ainsi qu'il nous en avait intimé l'ordre en 2018, de l'affaire ce qui Benalla. ne lui avait pas porté chance. Non. Juste pour terminer avec Emmanuel Macron, est-ce que tout ça pourrait expliquer son hyperactivité sur la scène internationale,
cette croisade européiste dont il a pris la tête avec cette obsession d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, même si ça bloque le processus de paix et finalement ce jusqu'au boutisme. Est-ce que c'est ça pour vous Alors, l'explication? mm, alors, visiblement, la presse étrangère, vue de loin, Mhm. là, on voit parfois des choses que nous qui sommes Oui, dans on est la sur le Mont Blanc. fournaise parisienne cette semaine ne voyons pas nécessairement, mais la nomination de l'ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, Oui. au rôle de Premier ministre a été interprétée comme quelque chose d'assez menaçant, c'est-à-dire peut-être un durcissement de la position française qui entendrait prendre la tête d'une coalition européenne pour voilà, affronter Poutine, qui, comme chacun le sait, voilà, souhaite venir envahir Bah, le territoire il envoie français, quelques drones commencer par l'Alsace, puis aller en Pologne. jusqu'à Brest, Ouais. voilà, comme chacun sait. Voilà, donc effectivement, bon, il y a chez Macron, on le sait très bien, hein, c'est un poseur, c'est un comédien, donc il a enfilé tous les costumes possibles, même celui de l'aviateur. Il me fait vraiment penser à Action de Joe, vous savez, l'alter ego de Barbie chez les garçons quand j'étais enfant. Et évidemment, chef de guerre, quoi de plus stimulant et excitant voilà, pour ce type de personnage. Bon, là, je pense très franchement qu'il faudra tous collectivement, et j'espère que tous les Français seront enfin debout, refuser de se laisser entraîner dans un engrenage qui nous mènerait fatalement à une guerre mondiale. La semaine a été également marquée, puisqu'on a évoqué justement les intellectuels en France, et on va dire cette caste un petit peu d'intellectuels, de dirigeants, de journalistes aussi, il y en a beaucoup, et on va en parler justement, par une vidéo où on a vu, qui remonte à juillet dernier, vidéo publiée par l'Incorrect, où l'on voit deux chroniqueurs célèbres du service public, Thomas Legrand et Patrick Cohen, en plein conciliabule avec des hauts cadres du Parti socialiste. Alors, cette connivence du service public, on en parle depuis longtemps. Maintenant, on a le son et l'image. Service public qui, je le rappelle, est financé par vos impôts et les miens, qui est censé être neutre. Donc, elle a été révélée au grand jour. Est-ce que pour vous, c'est une date charnière? Enfin, est-ce que cet événement, justement, va changer les choses? Parce que maintenant, les Français savent. Voilà. Alors, moi, je vois deux enseignements à cette affaire. Bon, d'abord, venant de leur part, c'est vraiment une faute majeure. Une faute technique, Oui. peut-être une faute politique, une faute morale, je ne sais pas. Ils auraient pu le faire en privé, une faute technique, voilà. là, dans un bar, s'exhiber ouais, à parlant plein fort, poumon ouais. dans une arrière-salle de bistrot et s'exhiber comme ça avec des cadres du PS, c'est totalement incroyable. Comme dit le proverbe latin, Jupiter rend fou les gens qu'il veut perdre. Là, c'est complètement incroyable de faire une chose comme ça. Bon, c'est le sentiment d'impunité, peut-être. C'est le sentiment d'impunité, incontestablement. Incontestablement. D'ailleurs, vous verrez, ces gens-là sont un petit peu dans la lessiveuse, là, mais ils s'en sortiront. Ils ne seront pas licenciés, évidemment, et ils seront pleinement rétablis dans leur... Enfin, l'Arcom a été dans saisi, leur, quand même, vous verrez ce qui va se passer. Les licenciements, c'est bon pour les Guillaume Meurice sur France Inter ou pour les Aude Lancelin au Nouvel Observateur, pour la gauche véritable, pas pour ces messieurs. Donc, oui, c'est une faute technique énorme parce que, en fait, on le sait bien, ça fait des années que la droite, l'extrême droite, fantasme sur le service public qui serait entièrement de gauche, etc. Enfin, c'est vraiment... Et là, en fait, ils leur servent sur un plateau la scène primitive, comme dit Freud, quoi. C'est-à-dire le coït. Jean-Marie Le Pen de se retourner dans sa tombe. Le coït entre les journalistes de France Inter et les cadres et les ronds de cuir du PS. Donc la scène qui fait fantasmer, qui suscite de la frustration, de la jalousie, en même temps de l'excitation. Voilà, donc tout le monde est complètement fou avec ça. Voilà. Bon, en réalité,
moi, je ne veux même pas alimenter ce genre de polémique sur est-ce que les médias sont de droite, de gauche, etc. Bon, à gauche, on vous dira ah mais tous les médias sont en train d'être achetés par Bolloré ou Thérain et tout le monde bascule à l'extrême droite. Et à droite, vous allez me dire ah oui mais regardez justement le service public. Ça. Et en fait, les deux sont vrais en même temps. J'ai envie de dire c'est pas complètement faux. Mais il y a une autre chose importante qui s'est dite, moi je trouve, qui a été dite par le journaliste Thomas Legrand. Et elle est importante parce qu'elle pointe vraiment le verrou du système et le verrou de la politique française aujourd'hui. Il dit que le marais de centre droit et de centre gauche ne parle pas beaucoup. Moi, je compléterai, ne pense pas beaucoup aussi, mais bon, passons. Mais qu'ils écoutent en masse France Inter. Et donc, il se fait fort de les manipuler pour les empêcher de voter à pour les livrer en particulier. Et pour, par ailleurs, voilà. Mais c'est très, ce qu'il dit est terrible parce que c'est très vrai en fait, parce que c'est exactement ces gens-là qui sont, par exemple, qui sont très représentés chez les profs, dont on sait que par millions, ils ont voté pour Emmanuel Macron, si ce n'est dès le premier tour, en tout cas au second tour pour bloquer le RN. Ce sont des gens qui ont peur de la violence, des poubelles qui brûlent, qui ont bien rempli leurs attestations, qui pensent que Jean-Luc Mélenchon est vraiment le grand Satan, etc. Ces gens-là, ils permettent à Emmanuel Macron justement de constituer des majorités comme ça, complètement de bric et de broc, pourris, avec d'anciens LR, d'anciens PS, etc. Et finalement, c'est ce marais attrape-tout qui bloque absolument tout le système et qui fait d'ailleurs, qui le bloque, oui, sauf que jusqu'à quand ? Parce qu'à un moment donné, tout ça peut effectivement éclater. Ce qu'on observe quand même, ce que les élections législatives de 2024 ont permis de révéler, c'est que voilà, il y a une forte montée du Rassemblement national, il y a une forte montée de la gauche radicale aussi, et que finalement, le pronostic de Jean-Luc Mélenchon, quand il disait il y a 10 ans, à la fin, ce sera entre contre nous. Eux et nous, et le bloc central. Le marais de Thomas Legrand, le fameux centre-gauche, ce sera complètement effondré. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans la réalité, sur le terrain. C'est ça qui est en train de se passer, une radicalisation des deux bords. Et c'est ce que le service public, quand il ne joue pas son rôle, quand il est manipulé par ce genre de personnes, eh ben il permet à ce système de se perpétuer, parce que sans l'aide active des médias, je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron ne tiendrait pas une semaine encore à l'Élysée. Alors, je vais m'adresser maintenant à la journaliste que vous êtes et que vous demeurez bec et ongle. Vous avez suivi cette voie et moi aussi, il y a quelques principes qu'on a chevillés au corps, je vais dire. Moi, j'ai connu Thomas Legrand quand il était correspondant de RTL aux États-Unis. J'étais à l'époque correspondant de Paris Match et il nous arrivait de nous retrouver dans soit à l'ONU avec l'ambassadeur qui s'appelait à l'époque Jean-Marc de la Sablière, qui était ambassadeur de France. Il y avait quand même des Kouchner qui était ministre des Affaires étrangères. Bref. Et je me souviens de Thomas Legrand, moi-même et quelques autres, apostrophant et remplissant notre boulot de journaliste, vraiment. Et Thomas Legrand, d'ailleurs, avait couvert les événements du 11 septembre, c'est la date à laquelle il était arrivé aux États-Unis, de façon assez remarquable. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'un journaliste comme ça finit par considérer qu'il est normal qu'il côtoie des hommes politiques, qu'il bâtisse des stratégies avec eux, en fait, qu'il s'écarte complètement de l'abécédaire de ce qu'est notre métier? Moi, en fait, Cohen, je ne connais pas. Le système de défense qui consiste à dire chacun a ses opinions, on sait très bien qu'on a tous nos biais. Mais on a des sensibilités. Mais en fait, qui le nie? C'est une évidence. Mais ce n'est pas ça la scène à laquelle nous avons assisté. Ce n'est pas ça qu'on voit.
Ce n'est pas C'est un des journaliste gens, au ce n'est service. pas, ce n'est pas même une discussion amicale ou détendue. Non, c'est quelqu'un qui livre un outil collectif payé effectivement par les impôts des Français à une formation politique qui ne représente quasiment plus personne, qui a trahi tout le monde et, Mais c'est contraire à toute et qui forme se sent, de... et évidemment c'est totalement contraire à tout, à toute déontologie journalistique, même minimale. C'est totalement incroyable. Moi, j'ai vécu, j'ai connu de très près, vous l'avez dit tout à l'heure, je passais 13 ans à Nouvel Observateur, j'en ai été la directrice Hmm. adjointe. Donc, évidemment qu'on est amené à côtoyer Oui. des hommes politiques, c'est la base de Hmm. notre métier. Mais enfin, l'idée de se réunir en conclave pour Hmm. essayer de tordre l'esprit public et de mettre un outil qui appartient à un collectif, qui soit privé ou public d'ailleurs, peu Hmm. importe, au service d'une cause, dans le dos des lecteurs, des spectateurs et aussi de ses collègues, mais c'est totalement indéfendable. Alors, autre question, est-ce que vous pensez que c'est purement français? Parce qu'il me semble que aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, il y a des compromissions, bien sûr. Il y a des journalistes qui se vendent, mais il me semble qu'il y a quand même entre la presse et le pouvoir euh, une certaine distance qui va jusqu'à faire tomber les gouvernements aux États-Unis. Dans l'affaire du Watergate, par exemple, j'en suis jusqu'à embarrasser au plus haut point ce qui est capable de faire le New York Times de temps en temps. Et on semble qu'en France, non, ça me paraît totalement impossible. Et quand on voit ça, on se dit, effectivement, c'est impossible. Moi, je ne suis pas pour un rigorisme, tous les gens qui refusent. Certains journalistes extrêmement mainstream disent ah, mais moi, je ne déjeune jamais avec un politique, je ne prends jamais. Tout ça est Hmm. complètement ridicule. Moi, je pense qu'on peut absolument approcher les gens et, en conscience, faire son travail derrière. Hmm. Et quand des choses importantes doivent être dites, les dire. Mais à partir du moment où on sait qui est qui. Parce que là, on n'est pas avec des journalistes. Faut le reconnaître. On est avec deux personnes qui sont des communicants, qui bâtissent une stratégie pour un parti politique. Donc on n'est plus avec des journalistes. C'est ça, ma question, elle est là. C'est est-ce que c'est typiquement français, ça, ou est-ce que ça existe ailleurs? Alors, vous êtes un ancien Oui, correspondant aux États-Unis. justement, j'ai été beaucoup Donc, marqué par... je pense que vous êtes mieux placé que Hmm. moi qui ai une carrière, pour le coup, très franco-française. Bon, moi, c'est sûr que j'ai observé. Vous avez été au Nouvel Obs. Moi, j'ai été à Paris Match. On a vu des politiques, chacun nous approcher, faire pression, euh, euh, genre copiner avec nos patrons. Ça existe. Mais c'est quand même très différent ce qu'on a vu là. On est là dans la servitude absolue. On est dans le dévoiement total du rôle du journaliste. On Et est, oui, une espèce de complotisme pour les nuls, en d'arrière-salle de plus, c'est pas bistrot. terrible. Ouais. Qui est absolument catastrophique, Mm. qui va alimenter euh, les, Ah oui. voilà, la droite et toutes sortes de fantasmes Mm. pour 1000 ans. Mm. Mais vous verrez qu'ils ne seront pas, non seulement ils ne seront pas sanctionnés, mais ils seront même récompensés pour, euh, Est-ce que les pour leur action. sanctionner, ça voudrait dire que le système, finalement, arrive à échéance, arrive au bout? Enfin, ce système, cette caste, finalement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se dévoyer, ils ne peuvent pas euh, tuer ou purger, faire semblant en évacuant deux personnages. C'est finalement l'édifice qui s'écroule. Je pense qu'ils ne le feront pas parce que ces personnages-là sont l'émanation même du système et il n'y aura pas de remise en question. La remise en question qui nous ramène à notre problématique de départ ne Mm. viendra que du peuple, que de la rue. D'ailleurs, ce Mm. n'est pas un hasard hein, si les Gilets jaunes avaient mis en cause les médias aussi durement dès le début du mouvement. On me dit sur le terrain que dans les AG
Mm. En Bretagne, par exemple, j'ai des remontées en Côte d'Armor, on me dit qu'on parle énormément de la question des médias, que les règles de présence ou de refus de la présence des journalistes lors des AG sont encore plus dures que pendant Mm. les Gilets jaunes. Les gens sont extrêmement remontés. Je ne sais pas si nos confrères se rendent compte Mm. de la haine Mm. que suscite notre corporation Mm. désormais au sein de la population française. Mm. Alors on va évoquer, on va justement terminer sur cette question de la violence en politique. On a vu, alors effectivement ça peut être instrumentalisé, mais on a vu beaucoup d'émeutes aussi à l'occasion de ce 10 septembre, d'ailleurs qui rendent parfois les slogans assez peu lisibles. Est-ce que finalement il y a eu aussi un noyautage par une extrême gauche Black Bloc qui est systématiquement au rendez-vous dès qu'il y a une manifestation quelconque? Est-ce que selon vous, on va vers un climat, vous avez expliqué aussi la montée aux extrêmes, d'extrême violence en France, voire de guerre civile? Moi, je pense, les Black Blocs qu'on a pu voir le 10 septembre ou qu'on a vu à certains moments de la réforme des retraites ou même pendant Oui. les Gilets jaunes, vous aurez toujours des éléments comme ça qui viendront se greffer sur une émeute authentiquement populaire. D'ailleurs, soit des vrais Black Blocs, soit des agents provocateurs. Bon, vous aurez toujours ça. Mais je pense que c'est pas. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense que ça ne dit pas la vérité de ce mouvement-là. Et d'ailleurs, je mets en Pensez pas cause. qu'ils ont fait du mal aux Gilets Je, jaunes? je mets en cause là en ce moment le rôle Hmm. délétère du Rassemblement national dans son discours sur les plateaux sur le 10 octobre. Normalement, ce mouvement, il devrait être soutenu Ce qui est intéressant, c'est que j'entendais des militants du RN disant qu'ils allaient participer au 10 septembre. Exactement. Les électeurs du RN, ils souffrent Hmm. de la Oui. situation. Ils ont été les premiers impactés par la destruction des services sociaux qu'a accéléré Emmanuel Macron, par les cadeaux fiscaux massifs qu'il a fait, ISF, exit tax, flat Hmm. tax, CICE, etc., qui entraînent aujourd'hui des politiques d'austérité dont les pauvres du pays sont les premières victimes. Donc les électeurs du Rassemblement national, où il y a les classes populaires sont très très représentées, comme on le sait, soutiennent ce mouvement en réalité. Et cet été, sur les réseaux sociaux, contrairement à ce qui est dit sur les plateaux de télévision par des cadres du RN, et pas que, bien sûr, Hmm. il y avait les gilets jaunes, et il y avait des gilets jaunes historiques, Hmm. et même des grandes figures gilets jaunes. Priscilla Ludowski, qui a initié tout le mouvement avec sa pétition sur les carburants, elle est totalement à fond dans le mouvement, et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres sur le terrain, à peu près, on estime à 80-90% des anciens gilets jaunes qui soutiennent ce mouvement. Donc, quand on explique que ce mouvement, c'est l'ultra-gauche, nouveau concept, c'est les bobos des centres-villes, les fils de grands bourgeois, du 4e Très arrondissement, représenté chez les Black Blocs quand même, il faut reconnaître. du 4e arrondissement, du 5e arrondissement, Ouais. qui mettent le sbeul Hmm. le mercredi parce qu'ils n'ont rien à faire et que de toute Mm. façon, ils ne risquent pas leur peau. Bon, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, effectivement, un mercredi après-midi, en pleine semaine, en pleine rentrée, c'est normal qu'il y ait une surreprésentation des jeunes, des lycéens, des étudiants. À Paris, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Ça ne veut pas dire que ce mouvement-là n'est pas soutenu dans le pays. Et il y a des blocages dans beaucoup d'endroits. Il y a aussi maintenant le mouvement syndical qui va entrer en marche à partir du 18 et peut-être même avant. Et très franchement, le Rassemblement national joue le rôle de seconde béquille du système dans cette affaire. Pour des gens, dont certains leaders comme Jean-Philippe Tanguy, afficher un soutien aux Gilets jaunes, etc., cela interroge. Cela interroge et on se dit que décidément, dès que le pouvoir se rapproche, les gens... On rentre dans un moule et un uniforme. Est-ce que ce genre d'action du 10 septembre, selon vous, va se reproduire dans les mois qui viennent? Je pense que c'est un mouvement de fond.
il y a de grandes chances qu'il se poursuive. Il est très profond. Il y a une souffrance sociale, pardon de le dire, énorme dans ce pays. On avait pu en avoir, quand on a travaillé sur le terrain, toutes les semaines pendant les Gilets jaunes, on a pu en avoir un aperçu extrêmement impressionnant. Et par-dessus ça, il y a eu le Covid, il y a eu l'inflation, il y a ces politiques austéritaires qui sont mises en place, toujours plus violentes. Donc, toutes les raisons de voir s'installer dans la durée un mouvement de contestation très dur, une fois de plus, au moins aussi dur que les Gilets jaunes, sont présentes. Dernière question, parce que le temps file. On va faire un petit passage de l'autre côté de l'Atlantique. Également, violence en politique, où le meurtre refait surface aux États-Unis. Bon, on est toujours avec la question du nombre d'armes. Évidemment, aux États-Unis, la violence est omniprésente. Avant-hier, pardon, le représentant, on va dire, des jeunes du mouvement MAGA, Charlie Kirk, a été assassiné. D'abord, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et est-ce que vous croyez qu'une dérive... D'abord, qu'est-ce qu'il faut en penser pour la société américaine? Souvent, la société américaine montre des signes qui parfois arrivent chez nous après. Est-ce qu'une dérive similaire est à craindre pour la France? Alors moi, je ne fais pas du tout partie de cette gauche qui fantasme sur les Luigi Mangione, ce type d'action directe, de violence, de passage à l'action violente. Voilà, moi, je suis contre la peine de mort, donc je suis cohérente. Et alors, la peine de mort sans procès et l'exécution en public, même pour les partisans des armes à feu, je suis absolument contre, évidemment. Après, c'est vrai que quand on maltraite les opinions profondes de catégories de la population, la violence, c'est toujours un enchaînement, hein. Voilà, je rappelle quand même que Trump a échappé à 2 tentatives d'assassinat pendant la présidentielle. Donc, on n'est finalement pas étonné qu'à un moment, ça finisse par arriver aux États-Unis. Je pense en effet que chez nous, je ne parlerai pas de guerre civile parce que je pense que le pays n'est pas à ce point divisé. Quand on est sur le terrain vraiment et qu'on parle aux gens, qu'on les rencontre vraiment, qu'on ne se contente pas des batailles sur les réseaux sociaux, etc., on voit que beaucoup de choses nous unissent encore, fort heureusement. Néanmoins, que ce type d'action puisse advenir et qu'elle puisse contribuer à radicaliser encore davantage l'atmosphère de notre pays, oui, malheureusement, c'est à craindre. Aude Lancelin, merci beaucoup Merci. pour cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, j'espère que cet entretien vous a plu, que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine pour la prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, bien, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente semaine à tous. À très bientôt.